Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine qui analyse l'ensemble des systèmes politiques congolais. Et la République démocratique du Congo a un sérieux problème. D'où provient tous ces problèmes que nous rencontrons en République démocratique du Congo? C'est la faute qui appartient au gouvernant ou au gouverné? Est-ce le début de l'histoire politique de la République démocratique du Congo a été mal conçu ou bien nous sommes en train de patauger? On est en train de nous dire, bon voilà, advient que pourra. Est-ce cette succession de présidents de la République démocratique du Congo est à la base ou c'est comment? Ensemble avec un homme très capable, dynamique, très courtois, très jovial, il est formateur des politiques. Il a la capacité d'écrire, de rédiger. Il a la capacité de pouvoir former. Mais en fait, lui-même se retrouve dans cette assiette de la République démocratique du Congo étant qu'un homme politique. Mais il est aussi professeur à l'université, que j'ai dit. Il s'appelle le prof José Kaloumire, que j'ai dit. Salutations à vous, José. Merci beaucoup de l'invitation. Salut et grand merci. Je salue pratiquement tous les téléspectateurs de la chaîne et aussi tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Vous n'êtes pas un homme qui aime vraiment régulièrement la télé, mais en fait, j'ai eu cette opportunité, cette occasion. Mais pourquoi vous évitez la télé? En fait, ce n'est pas qu'on évite la télé, mais seulement, comme disent certains, on passe à la télé seulement si on a quelque chose d'intéressant à dire. Ce n'est pas, on n'est pas obligé de passer à la télé pour raconter n'importe quoi, même si il n'y a rien d'intéressant, vous n'avez aucune communication importante, vous voulez passer à la télévision. Ça, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas mon caractère. En fait, j'analyse l'opportunité de passer à la télévision ou à la radio, disons, dans les médias. Ça, c'est le professeur qui dit. Prof, le Congo, son histoire commence en quelle année? Son histoire politique, j'allais dire. Parler du début de l'histoire politique du Congo, en tout cas, c'est trop complexe comme question. Mais l'histoire politique du Congo commence à partir de la création même de l'État congolais, c'est-à-dire en 1885. Donc, dès lors que le Congo a été proclamé État indépendant et tout ça, et qui, en ce moment-là, le Congo est entré dans l'histoire politique du monde contemporain, d'abord comme État indépendant, et puis comme une colonie belge, et enfin comme une république. Donc en 1960, là, nous sommes en 1960 où le Congo devient une république. Après avoir été un État indépendant, après avoir été une colonie belge, finalement, la République démocratique du Congo en 1960, après son indépendance politique et administrative. C'est-à-dire que la politique, parce que généralement dans ces années-là, là il y a l'État indépendant du Congo, notre colonie était gérée par des Occidentaux, où nous-mêmes, nous n'étions pas pratiquement dans l'assiette où on était en train de préparer sur l'histoire politique du Congo. Je me trompe? Bon, c'est pourquoi je dis que nous avons eu un État indépendant du Congo, nous avons eu une colonie belge, un Congo belge, et après la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, c'est en ce moment-là que le Congo a accédé à son indépendance politique et administrative. L'État indépendant du Congo n'était pas, c'est différent de la République démocratique du Congo, okay. C'est aussi indépendant du Congo belge. S'il faut commencer de 1960 en ce jour, la santé de la politique en République démocratique du Congo, comment ça se passe? Elle est malade, elle est en bonne santé ou elle est en gestation? Malade, en gestation, qu'est-ce qui se passe avec la politique du Congo depuis 1960? Bon, ok. D'abord, il faut reconnaître que
Les Belges ont accordé une certaine indépendance à la République démocratique du Congo. Ok. Cette indépendance n'était pas totale, s'il faut le dire. C'est-à-dire, nous avons accédé à l'indépendance politique, peut-être aussi administrative, mais économique, non. Ils nous ont jamais lâché. C'est-à-dire, économiquement, le Congo n'a jamais été indépendant. Parce que les Congos continuent jusqu'à ces jours à être victimes des accords signés par les 14 puissances présentes à Berlin lors de la signature de la charte de l'acte de Berlin. C'est-à-dire que c'est pratiquement ce qu'on peut appeler un marché commun où tout le monde peut venir faire ce qu'il veut et répartir, c'est-à-dire toutes les puissances coloniales, toutes les puissances mondiales peuvent venir exercer leurs économies, exercer leur puissance économique sur le territoire congolais, surtout dans tout son entourement. Donc, c'est-à-dire que la politique en République démocratique pose problème parce que jusqu'en ces jours, si on n'a pas encore eu cette indépendance économique, et vous, dans la politique, lorsque vous êtes principalement, on vous donne la gestion des affaires courantes, qu'est-ce que vous faites pour que cette situation ne puisse pas vraiment s'éterniser pendant longtemps? Que la situation ne s'éternise pas pendant longtemps, évidemment, et c'est déjà éternisé parce que nous sommes à 64 ans d'indépendance aujourd'hui. Mais écoutez, il y a quand même ces puissances-là qui exercent une certaine pression sur le Congo, qui ne vous lâchent pas, mais dont vous avez pratiquement besoin pour survivre comme nation, comme État. Et c'est ce qui fait que nos dirigeants sont, pour la plupart d'entre eux, obligés de coopérer ou d'aller dans le sens de ce que les colons nous ont pratiquement légué comme héritage. C'est-à-dire, ils vont dans ce sens-là, et un peu difficile de pouvoir se détacher, parce qu'à un moment donné, il faut se délier. Hein, parce que comme quand Jésus disait à Lazare, donc lève-toi, Lazare, après avoir été pratiquement mis en bière, c'est-à-dire il était déjà pratiquement mort, et comme vous le savez, à l'époque, comment on enterrait les gens, il est ressuscité, mais il est lié. N'est-ce pas? Il avait les draps qu'il enchaînait. Il est libre, mais il ne pouvait pas bouger. D'où il faut un autre mécanisme de pouvoir finalement enlever les fils, n'est-ce pas, qui enchaînaient ou qui fermaient le drap dans lequel le mort était. C'est pratiquement la même chose avec la République démocratique du Congo. Et il faut un mécanisme de pouvoir comment dirais-je, de pouvoir délier le Congo. Et ça ne peut se faire que par une révolution. La révolution, pas seulement populaire, mais des dirigeants qui doivent se réveiller un jour et dire non, désormais nous devons être réellement indépendants, nous devons être réellement libres et exercer notre souveraineté et notre indépendance en bonne et due forme, en tant que dirigeants africains et congolais. C'est-à-dire maintenant que nous avons un gouvernement qui venait de sortir de la première dame, de la première ministre, notre première ministre, qui est aujourd'hui une dame. Est-ce que pourrais-je compter à ces gouvernements qui peuvent faire cette révolution un jour? Ou peut-être qu'eux aussi vont se dire, bon, ils vont laisser les Congo toujours dans cette même difficulté, cette même embarras? Je reviendrai sur des paraboles bibliques. Il y en a qui disent tout simplement que, ça c'est dans l'épître de Job, il dit qui trouve une femme trouve le bonheur. Il y a d'autres qui disent derrière des grands hommes, il y a toujours des grandes femmes. C'est pour dire des grandes dames, une façon de dire aussi que les dames ont un rôle très important à jouer pour le développement du pays. Et vous savez, même nos ménages, lorsque vous avez une bonne femme à la maison, vous pouvez ne pas vous inquiéter de ce que vous allez trouver à la maison
comme propriété, comme ordre, comme éducation des enfants, et ainsi de suite. Donc, et lorsqu'on met la dame devant ses responsabilités, qu'elles ont toujours exercées, hein, avec beaucoup de compétences dans leur foyer, j'ose croire qu'au niveau étatique, ça ne changera pas. Surtout que c'est une dame qui a toutes les capacités pour faire évoluer les choses, pour pratiquement booster l'avancement de notre pays. Vous savez qu'elle a une lourde responsabilité. Ça, c'est clair. Être Premier ministre d'un pays, c'est une lourde responsabilité. Évidemment, elle va gérer des hommes et des femmes. Et vous savez que dans la plus grande tâche, la plus difficile dans la vie humaine, c'est la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire gérer les gens. Et là, elle doit gérer non seulement les ministres, le gouvernement, mais elle doit gérer aussi les attentes de la population. Parce que tous les Congolais attendent d'elle vraiment une certaine avancée, oui, une avancée significative en termes de développement, en termes du panier de la ménagère, en termes du social, n'est-ce pas? Et elle sera jugée. Elle sera jugée par pratiquement ses compétences et ce qu'elle va faire de ses compétences. Parce qu'on peut être compétent, mais lorsque vous avez aussi beaucoup de bâtons qu'on met dans les roues et tout, on connaît des gens qui peuvent avoir autant de compétences, mais qui ne savent pas les mettre en exergue à cause des embûches qui entourent pratiquement son siège. Voilà, là on a un tout petit peu brossé un peu sur la première ministre. Mais en fait, les téléspectateurs veulent bien savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos origines par rapport à ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Qui je suis, d'où je viens, je viens pratiquement de mon territoire, du sud Kivu, je viens de Bukavu, mais je peux dire que ma provenance, c'est l'université. Voilà. Hein, donc en tant qu'universitaire, donc j'ai fait mes études à l'université de Kinshasa en relations internationales. La deuxième promotion. Aujourd'hui, après, je suis passé par les médias. En fait, je suis passé par les médias et après, j'ai embrassé la carrière enseignante. Déjà en 1990, j'étais déjà enseignant. J'enseignais déjà à Tétémboa au Congo central, dans certaines écoles et tout ça, partout où j'ai étudié d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis professeur à l'université, donc j'enseigne à l'université, ce qui était un rêve et une vocation. Parce que enseigner, ça doit d'abord être une vocation avant que ce soit une profession. Voilà. Justement, si je vous ai posé cette question, parce que personnellement, les chers téléspectateurs, je sais qu'il est professeur. Mais vous êtes professeur à l'Université nationale Université pédagogique nationale. Vous êtes en quel département là? De relations internationales, sciences politiques. En fait, c'est la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. On peut avoir des enseignements en RI, on peut avoir des enseignements en SPA, on peut avoir des enseignements même en économie. Donc c'est vous qui formez des politiciens qui sont aujourd'hui de part et d'autre. Attention, on ne forme pas, à l'université, on ne forme pas des politiciens. Qu'est-ce qu'on fait là? Nous formons des politologues. Voilà. C'est-à-dire des gens capables de comprendre comment doit fonctionner réellement un système politique. Voilà. Comment un pays doit être géré, comment un État doit être pratiquement conduit. Hein. Mais c'est que nous vivons, il y a des fois où nous sommes, on se retrouve devant des politiciens. Politique ailleurs, politicien si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune notion de sciences politiques, mais qui s'improvise. Être chef d'un parti politique, être, je ne sais pas, candidat, ceci, candidat, sans aucune notion. Raison pour laquelle aujourd'hui on retrouve dans certains coins, parlements provinciaux, nationaux et tout ça, vous trouvez quelqu'un qui a été, comme on l'a dit, Toleka, un Tolekiste à Goma, qui était sorti pratiquement meilleur élu de la ville de Kisangani. C'est-à-dire, il n'a aucune notion. Celui-là n'a pas été formé par nous. Mais ceux que nous formons,
Ils viennent avec les grandes idées. Ils ont les idées, ils savent ce que c'est vraiment l'appareil étatique, ils savent comment diriger cet appareil étatique, ils savent comment est-ce qu'un système doit fonctionner pour faire avancer un État. Vous êtes professeur, je pense, il y a pratiquement plusieurs années. C'est-à-dire, le dernier décennie ici, vous avez quand même enseigné des politologues qui sont aujourd'hui dans de différentes structures politiques de ces pays. Vous en avez quand même donné une certaine formation. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi lorsqu'ils étaient pendant leur formation? Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que tout ce qui se passe, c'est très compliqué. La population est abandonnée à son triste sort, surtout par rapport à ces fameux problèmes de transport, il y a ces fameux problèmes d'électricité, il y a ces fameux problèmes de... Partout ailleurs, là, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui se passe avec le produit que vous mettez sur le marché? Parce que c'est quand même, il provient de vous avant de pouvoir aller dans certaines partis politiques pour donner leurs expertises, leurs expériences. Je s'entends dire, nous sommes dans un système politique où on maîtrise, on a vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir comprendre dans quel système réellement nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes dans un système semi-présidentiel, semi-parlementaire, ainsi de suite. Et je viens de vous expliquer que tous ceux qui sont dans la politique congolaise, en tout cas, ne sont pas nécessairement formés comme politologues. Il y en a, comme je viens de le dire, des politiciens improvisés. C'est-à-dire quelqu'un qui, parce qu'il a de l'argent, il sait qu'au Parlement, il y a un certain traitement plus ou moins bon par rapport aux autres secteurs, par rapport aux autres professions et tout ça. Il veut être député, il veut être ministre. Et pour être ministre dans notre système, il faut pratiquement avoir un parti politique qui produise autant de députés nationaux ou alors provinciaux, c'est-à-dire les histoires des poids politiques qui produisent des ministres et consorts, mais tous ne sont pas nécessairement formés pour la cause. Ça, c'est ce que je répète et je répéterai. Il y a certains que nous voyons, moi je sais reconnaître, et d'ailleurs, ils sont là, ils peuvent, les téléspectateurs vont se retrouver. Ce que nous avons formé, nous les suivons de près. Par rapport à tout ce qu'ils peuvent dire, on sait comprendre que celui-ci avait compris la leçon, celui-là n'a pas compris. Mais la majorité, c'est celle qui n'est pas passée par une certaine formation pour comprendre le fonctionnement de l'État, pour comprendre le système politique dans lequel nous sommes. S'il faudra peut-être qu'on avance, vous êtes dans un parti politique là? Bien sûr, je suis secrétaire général d'un parti politique. Laquelle? L'Action des Patriotes pour l'émergence du Congo, APEC, en sigle. C'est qui l'autorité morale? L'autorité morale, nous n'aimons pas, chez nous, on n'aime pas parler d'autorité morale. Nous avons un visionnaire et initiateur du parti, que nous appelons VIP. Initiateur, donc visionnaire, quelqu'un qui a une vision, parce que beaucoup de partis politiques sont créés sans aucune vision. On crée un parti politique juste pour être présent, n'est-ce pas, dans la classe politique, être aussi classé parmi des partis qui peuvent produire des ministres, des députés et aussi des mandataires, comme vous le voulez. Vous êtes installé, mes excuses, chers téléspectateurs, est-ce que vous êtes installé partout dans la ville de Kinshasa ou bien seulement vous êtes dans la ville, province de Kinshasa, à l'intérieur peut-être du pays, on ne vous retrouve pas? Non, c'est d'ailleurs ça la loi électorale de 2023 là. Elle a été, moi j'ai apprécié que les partis qui n'atteignent pas un seuil, n'est-ce pas, il y a des seuils qu'il faut respecter pour être aligné ou pour aligner des candidats. Entre autres, être installé à travers la République. N'est-ce pas? Oui. Il y a ces seuils-là, le seuil de recevabilité de liste, n'est-ce pas, de candidats, où on vous dit, le Parlement a 500 sièges, si vous n'atteignez pas la moitié, donc les 60%, c'est-à-dire 300 députés, vous n'alignez pas des candidats. Vous avez aligné et des nous, candidats. nous avons aligné pour dire que nous sommes installés partout
à travers la République. Vous avez aligné combien de candidats? Vraiment partout. APEC n'est pas allé seul, nous sommes allés avec des regroupements, donc avec les jeux des regroupements. C'est pourquoi d'ailleurs tous les partis se sont regroupés. Et si vous avez suivi d'ailleurs le chef de l'État dernièrement, il a été clair. Avec ce que nous avons dit, il faut qu'on essaie de faire en sorte que les 910 partis politiques puissent se réduire tout simplement en 2 ou 3 camps politiques. Ce qui peut être nécessaire. C'est-à-dire 910 partis politiques, c'est trop pour un pays. C'est trop pour eux. Alors, il y a des partis qui ont été créés juste parce que le leader est populaire dans son coin. Moi, je dis à Bukavu, je suis populaire, j'ai créé un parti juste pour ma propagande, parce que c'est les partis qui doivent présenter la candidature. J'ai créé un parti juste en fonction de moi-même. C'est ce que nous avons vécu, ce que nous avons vu. Et ils sont nombreux, ces gens de partis politiques. Alors, lorsqu'on a instauré le système des seuils, beaucoup ont été coincés. C'est ainsi qu'on a vu des regroupements. Aujourd'hui, nous avons pratiquement 78 regroupements politiques. C'est déjà aussi assez. Mais c'est réduit quand même. C'est-à-dire tous les partis politiques, beaucoup de partis politiques, vous pouvez prendre 10, 30, 50 partis politiques qui se mettent ensemble pour créer un regroupement. Et ça, c'est important. Et moi, j'aurais même souhaité que ces regroupements se transforment en partis politiques automatiquement et que les responsables de ces partis-là s'entendent de comment ils peuvent gérer leur regroupement. Mais est-ce qu'au Congo, ici, les gens s'entendent? Parce que si nous voyons même les églises des réveils, ils sont partout, par-ci, par-là, vous allez retrouver dans une avenue 4-5 églises. C'est la même procédure que nous voyons aujourd'hui dans les partis politiques, là. Parce que comment le Congo pourrait émerger lorsque vous, les politiciens, Boyokani en soi, ça n'existe pratiquement pas? Parce que c'est vous qui êtes à la base de ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Parce que là, comment vous pouvez dire aujourd'hui que la population congolaise est en paix? Est-ce que vous pouvez vous dire que chez vous, dans PEC, là où vous avez la philosophie, vous avez un cheval de bataille, quels sont les mécanismes que vous montez pour que cette population qui vous suive, qui croit en vous, ils peuvent espérer demain qu'il y aura changement? C'est de croire tout simplement dans les 4 valeurs cardinales de notre parti, d'APEC. C'est quoi? C'est-à-dire, d'abord, il faut un degré de patriotisme très élevé. Il faut être intègre. Il faut mériter, c'est-à-dire, il faut vraiment mériter. Ce que vous avez ou ce que vous voulez avoir. Et donc, si vous avez ces valeurs, aimer son pays, le patriotisme, l'intégrité, il y a ce que nous appelons donc la méritocratie, n'est-ce pas? Donc, il faut vraiment mériter. L'intégrité vient clôturé. Vous êtes dans tout ce que vous faites, il faut être intègre. Est-ce que dans les gouvernements actuels de notre première dame, mes premiers ministres, mes excuses, vous êtes retrouvé dans PEC? Vous avez quand même un ministre qui... Oui, bien sûr. Le ministre de l'Industrie, Industrie et Développement des PME, l'ingénieur Luatum Kabamba, qui pratiquement parmi... excusez-moi, c'est sans fausse modestie, oui, je peux dire, parmi les technocrates sur lesquels ce gouvernement peut compter. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été dans la politique auparavant, mais qui a toujours été dans les mines. Il a travaillé plus de 30 ans de carrière dans les privés et surtout les multinationales. Après avoir construit des mines à l'étranger, à l'extérieur du pays, il en a construit 2. Et la 3e qu'il était en train d'achever, celle de production du zinc et tout ça, Kipushi, Kiko, qu'il a laissé malheureusement. Et donc c'est quelqu'un qui est pragmatique, n'est-ce pas? Il est pragmatique. Donc il est ministre de l'Industrie. Oui, et développement des PME. Papa ministre, on a kolobana lingala. Ba Congolais ba yebi ke mboko etonda kitape ba moi. Tango bandeko bayo ba ko tuta tolo pona yo. Ah,
nous, au Congo, nous ne voulons plus des actes, nous ne voulons plus de paroles, nous voulons voir maintenant des actes. Parce que pratiquement, le Congo exporte tout. Alors, lokola yo ba pesio likita wana ba pesio mabele wana tala likambo ya bana mboka. Lorsque vous parlez un peu de lui, vous êtes fier de lui que dans cette mission, il va réussir. Et que faites-vous pour qu'il puisse réussir dans cette mission qui lui a été léguée par le président de la République à travers la première ministre? Vous savez, lorsque quelqu'un prône 4 valeurs cardinales, il doit en être lui-même le premier exemple. Okay. Et il a toujours été dans tout ce qu'il fait. N'est-ce pas? Patriotisme, en tout cas c'est un patriote. Méritocratie, tout ce qu'il a fait pendant plus de 30 ans, il a mérité. Parce qu'il a travaillé avec des gens qui ne les connaissaient pas. Mais qu'il travaillait avec lui parce qu'il méritait réellement d'être avec eux. Il méritait réellement les fonctions qu'on lui donnait. Intègre, sincèrement, son intégrité, je ne sais pas, personne ne peut douter de l'intégrité de l'ingénieur Luatu. Sage, c'est que vous êtes dans son cabinet. Mais on sait que c'est d'abord quelqu'un qui prêche l'intégrité. Or, on ne peut prêcher que ce qu'on est, on est soi-même. Vous ne pouvez pas prêcher ce que vous ne savez pas être vous-même. C'est-à-dire, on prêche par l'exemple de nous-mêmes. Il est dans le secteur de mines. Pratiquement, oui. C'est parmi aussi des secteurs qui va... Mais l'origine de guerre en République démocratique du Congo, pratiquement avec les Occidentaux, Bitumbe Vandi Plaswana. À Mobali, à Kokoka. Azambali, Akokoka, je me pose la question, Akokate Pona Nini. Parce que les gens sont très mal payés dans ce secteur-là. Dans le secteur des mines? Ils sont très mal payés. Non, dans le secteur des mines, je ne sais pas s'il y a un secteur qui paye mieux que dans les mines. Non, mais par rapport à c'est tout le monde qui veut être dans les mines et consorts, c'est tout le monde qui veut être minier. Le problème du Congo aujourd'hui, les guerres que nous avons aujourd'hui au pays, c'est dû à nos richesses. Quelles richesses? Les richesses minières. Il saura les protéger parce que si je dis là ici, je suis en train de voir même les hôpitaux, il y a bateau Batrabagana, qui s'est racaté, mais vous avez beaucoup d'argent. Comment expliquer? Ne suivez pas tout ça. Je ne sais pas si vous avez été dans un hôpital d'une société minière où on vous dit qui s'est racaté. Parce qu'en réalité, même notre code minier le dit, exige, n'est-ce pas, à tous ceux qui ont des sociétés minières de pouvoir s'occuper des populations locales, de pouvoir tout faire pour le développement de là où ils sont. Oui, mais tout aujourd'hui, le code minier, actuellement notre code, est tellement clair là-dessus. Vous voyez, il y a certaines sociétés qu'on est en train de fermer tout simplement pour n'avoir pas été en mesure d'exécuter ou de faire prévaloir certaines dispositions de notre code minier, c'est-à-dire développer les secteurs, l'industrie locale, les secteurs locaux, développer les communautés locales, l'électrification de certains sites, des sites où vous êtes, la population, la construction des écoles, tout ça, c'est dans notre code minier et dans notre loi, dans notre constitution. Les téléspectateurs qui vous regardent, sincèrement, vous leur promettez quoi pour ce quinquennat et chef de l'État? En réalité, ce n'est pas moi qui peux promettre aux téléspectateurs du quinquennat, s'il vous plaît. Vous êtes déjà dans la boîte. Oui, être dans la boîte en tant que secrétaire général d'un parti, le parti a ses objectifs. Mais les Congolais ont voté le programme du chef de l'État. Voilà. C'est-à-dire, nous, il fallait me poser la question peut-être dans notre secteur, les secteurs que notre visionnaire a eu, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et je peux dire qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui fera de son mieux, parce que vous le voyez à la télévision chaque jour, il parle de la création des richesses. Il parle pratiquement de l'intégrité, il vous parle de la méritocratie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va tout faire
pour que si vous le voyez mettre quelqu'un quelque part, c'est qu'il mérite. Okay. Si vous le voyez faire poser un acte, donc ça doit être un acte patriotique. Parce que il est pratiquement mis à l'épreuve de résultats qu'il doit apporter. Dans un gouvernement, on attend de tous les ministres les résultats par rapport aux assignations. Est-ce qu'il sera encore, il viendra encore dans des réunions du parti? Parce que là, avec la charge qu'il a à Kinelio Bokondino, soit. Bon, gérer un parti, ce n'est pas nécessairement être dans des réunions. Il y a des réunions qu'on organise peut-être à huis clos où l'autorité morale peut convoquer le directoire. Mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut l'empêcher lorsqu'il a l'occasion de parler sa base, de pouvoir le faire. Vous voyez tous les chefs des partis, ils sont là lorsqu'ils veulent parler à leur base, ils parlent. Ils le font sans contrainte. Pourquoi pas le nôtre? Donc, c'est question de savoir tout simplement aménager son temps. Donc, je pense que APEC a un bon secrétaire général qui croit à la vision de leur autorité morale. Croire en la vision de notre autorité morale, je l'ai dit, ouais. On n'aime pas trop utiliser le terme notre visionnaire. Votre visionnaire. Je dis oui, je crois vraiment en sa vision. Sinon, je n'allais même pas être, je n'allais pas accepter d'être dans le parti. Il y a en 2028, et si vous dites là, on va peut-être dire que Bozaba Tomboki. Parce que vous faites partie de l'Union sacrée. Nous sommes en 2024 aujourd'hui. Ok, jusqu'en 2028, il y a encore combien d'années? Non, mais ça se prépare. Au fait, ce qui est vrai, c'est que accepter d'accompagner le chef de l'État dans sa vision doit être l'objectif principal de toute action du ministre de l'Industrie. Voilà, ça et de son parti politique. Ça, c'est un acquis. Oui, ça, c'est un acquis. Alors la suite du parti? La suite du parti. Parce que dans un parti politique, c'est la recherche d'avoir le pouvoir et le maintenir. Avoir le pouvoir, qu'est-ce qu'on entend par avoir le pouvoir? Avoir déjà un ministre national, c'est avoir le pouvoir. Oui. Avoir déjà des députés qui peuvent décider. Vous avez combien de députés? Qui peuvent décider. On en a 2. Okay. Qui peuvent décider de la survie de l'État, qui peuvent légiférer, qui peuvent contrôler le gouvernement et consorts, c'est avoir le pouvoir. Ah, vous êtes fort, hein? Avoir le pouvoir, ce n'est pas seulement être président de la République. 2 députés et Pessibino Premier ministre. Et Pessibino ministre industrie. Ministère Yamakasi Ambokaoyo. Et c'est que vous allez vous retrouver aussi dans des entreprises publiques. Parce que là, 2 députés, et Bassou Soubazan en 23, peut-être que je vis. Un autre confrère qui s'est dit qu'à ceux qui va député Belé, Eliezer Tamboué, qui ne s'est pas retrouvé. Bon, je peux dire une chose. Hein. En réalité, la formation du gouvernement dépend du chef de l'État. Okay. Ce n'est pas parce que vous avez. Le chef de l'État, à un moment donné, doit avoir des gens qui l'accompagnent dans l'accomplissement des objectifs qu'il poursuit. Et en ce moment-là, il peut décider d'avec qui il travaille. Ouais, parce que, écoutez, vous pouvez tout dire, nous avons des députés. Okay. Tous ces députés, pendant les campagnes électorales, aucun député n'a battu campagne pour être ministre après. C'est-à-dire, tous battaient campagne pour dire, nous allons être vos porte-parole au Parlement, pas au gouvernement. Tous les députés, lorsqu'on bat campagne, on dit, nous allons au Parlement pour ça. Mais écoutez, lorsque vous êtes maintenant là, restez là pour aller accomplir les promesses que vous avez faites à la base. Ce n'est pas seulement en étant ministre. Ce n'est pas être ministre qui fait de quelqu'un, je ne sais pas, un super-homme ou député. Le thème nous fait déjà défaut, mais s'il faudra tout chiter Malé Malembe, le prof, vous êtes dans l'enseignement. Est-ce que ça ne va pas préjudicier votre temps? Vous êtes à la fois dans l'enseignement, vous êtes à la fois dans la politique. Est-ce que tantôt vos étudiants souffrent de vos absences, peut-être?
Non. Parce que vous êtes un professeur ordinaire, je rappelle. Vous êtes vraiment un professeur ordinaire. Vous avez défendu et vous avez déjà fait votre thèse. Donc, vous êtes non. Vous êtes en train de faire votre thèse. Un docteur n'est pas nécessairement professeur ordinaire. Donc, on est docteur. Le grade, on est docteur. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez des enseignements à l'université, on a des assistants, il y a des collaborateurs. Mais rien ne peut, rien. Parce que je n'ai pas d'enseignement seulement ici, dans mon université d'attache. J'ai des enseignements dans d'autres universités à travers le pays. Congo central, Kindu, Katanga et consorts. C'est question de savoir aménager son temps, simplement. Donc, savoir aménager son temps. Et en plus, les enseignements, on n'enseigne pas tous les jours. Ouais. Donc, il y a plusieurs enseignements. Vous, on peut vous programmer une fois par semaine. Si vous êtes programmé une fois par semaine, donc vous devez avoir ces temps-là, ces jours-là. Et les autres jours, vous êtes où? Pas à la maison. Là, vous pouvez vaquer à d'autres occupations. On touche pratiquement à la fin de notre émission. Je vois qu'on me fait signe par rapport au temps qui est vraiment écoulé. Les programmes du parti, c'est quoi ces derniers temps? Quelles sont les activités du programme du parti? Vous avez une matinée politique, vous avez un programme? Le parti est en pleine restructuration, donc nous sommes en train de faire nos évaluations par rapport aux échéances passées. On est en train de voir comment recadrer nos tures, là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, et voir qu'est-ce qu'on peut ajuster par-ci, par-là, pour préparer un lendemain meilleur pour le parti. Quel est le mot que vous pouvez donner aux Congolais qui vous ont suivi pour la première fois? Parce que c'est peut-être qu'on est dispo à pouvoir accompagner APEC dans toutes ses activités. Vous étant que secrétaire général, vous avez vraiment ce monopole de nous dire, bon voilà, nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner. Comment pourrais-je donc vous accompagner facilement APEC pour que APEC soit vraiment tout proche de la population? C'est d'adhérer simplement au parti. Je l'ai dit tantôt, nous sommes là pour défendre nos 4 valeurs cardinales. D'abord le patriotisme, l'intégrité, la méritocratie, mais aussi, la plus importante, le pragmatisme. On est très pragmatique. Nous avons un président très pragmatique. Tout directeur général qu'il a été chez Kibali Gold, Kamoa, je sais pas, Kiko et tout, il est toujours dans sa tenue de combat chaque jour. Il fait 1300 mètres de mines souterraines chaque jour. Et c'est ça le combat d'un homme qui veut aller de l'avant. Et nous sommes derrière cette vision. Et tout celui qui pense qu'il peut adhérer à cette vision-là, en tout cas, nous sommes là. Votre adresse? APEC est là. Nous sommes sur l'avenue Nyangwe numéro 176. Donc, à tout moment, les portes sont ouvertes. Nous avons des fédérations, Kinshasa, nous avons 4, Tchangu, Funa, Lukunga et Moamba, qui sont dirigés par des fédéraux aussi capables. Question de chercher les adresses. On va donner les adresses peut-être même en bande passante de l'émission. Tout celui qui a besoin de nous, c'est là. Mais je demanderai peut-être à tous les Congolais et toutes les Congolaises de pouvoir tout simplement prêter main forte à ce gouvernement, arrêter des disputes inutiles qui n'en valent pas la peine. Nous sommes autant, pourquoi on n'a pas eu autant de... Pourquoi nous ne sommes pas représentés au gouvernement? Nous avons autant de députés, ainsi de suite. Non, mais si tout le monde veut être ministre, mais qui va être législateur? Qui va aller? Et je répète, que tous ceux qui sont allés en campagne électorale, comme candidat député, ils ne disaient pas que je viens pour qu'après avoir été élu, je sois ministre. Non, on dit toujours, je veux être Nalingina Zalamolobeli Nabino na Parlement. Voilà programme Nangai. Na Koloba na Parlement basala boy, contrôle parlementaire Tobando Sala Ngoboy, Tobando Sala boy, ainsi de suite. Et surtout, que c'est
une institution, c'est la deuxième institution du pays, l'Assemblée nationale. Avant même le gouvernement. Et donc, que chacun, là où il est, qui se sente à l'aise de pouvoir servir le pays. On ne sert pas le pays uniquement au gouvernement, on peut servir le pays partout où vous en avez l'occasion. Moi, je sers le pays à travers la formation. Je forme les cadres et je suis fier de le faire. Quelqu'un d'autre sert son pays de sa manière. Les médecins le font en soignant le malade et ainsi de suite. Les avocats, les magistrats et tout ça. Donc, chacun doit être fier de servir son pays là où il est. Pas nécessairement aller au gouvernement. C'est par ces mots que nous mettons un point final à notre magazine de ce soir. Bien aimé, je pense que cette émission vous a plu. Et la porte est grandement ouverte à tout Congolais qui voudrait bien parler de leur politique, ce qu'ils pensent, leur vision. La porte n'est pas fermée. Il suffit de composer les numéros qui est affiché en bas de votre petit écran. Eh bien, Alain Bouya va devoir vous accompagner. Tout le plaisir a été pour moi. Portez-vous bien. On se retrouve au tout prochain numéro.